Bienvenue pour cette exploration pensée, spécialement pour les étudiantes en soins infirmiers qui carburent aux révisions avec Notion infirmier. Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un incontournable, un vrai gros morceau de l'UE 2.11, les traitements et la prévention du diabète. Prête à décortiquer ça? Allez! Absolument. Et pour bien piger les traitements, je pense qu'un petit rappel sur la glycémie, ça s'impose, non? Ah oui, bonne idée. C'est le taux de sucre dans le sang, tu vois, notre carburant essentiel. Et il y a deux hormones clés, un peu les chefs d'orchestre. L'insuline, qui vient des cellules bêta du pancréas. Bêta. Elle fait baisser le taux. Tu peux retenir B comme baisser, c'est facile. Pas mal le mémo. Et l'autre, c'est le glucagon, qui vient des cellules alpha. Lui, il fait monter la glycémie. A comme augmenter. Simple, non? Simple et logique. Et le diabète alors, c'est quand cette belle mécanique, elle déraille, c'est ça? Exactement. C'est une maladie chronique où la glycémie reste trop haute tout le temps. Soit parce que le pancréas, il fabrique pas assez d'insuline, ou même plus du tout. Soit parce que le corps l'utilise mal. On distingue surtout le type 1, ça c'est une maladie auto-immune. Le corps attaque ses propres cellules bêta, souvent chez les jeunes, et là c'est insuline à vie obligatoire. D'accord. Et puis t'as le type 2, qui est beaucoup plus fréquent. Là, c'est plutôt que le corps résiste à l'insuline ou n'en produit pas assez. Souvent lié au mode de vie, au poids, etc. Ok. Et faut pas oublier non plus le diabète gestationnel qui peut apparaître pendant la grossesse. Ok, bon. Les bases sont posées, c'est clair. Maintenant, allons au cœur du réacteur, ce qui nous intéresse vraiment pour la pratique infirmière. Les traitements. Ça peut faire un peu peur au début, non? Toute cette pharmacologie. Un peu, mais tu vas voir, c'est très logique. Pour le type 1, là, pas le choix. C'est l'insulinothérapie. L'insuline, oui. Le schéma qu'on voit le plus souvent, c'est le basal-bolus. C'est assez simple à visualiser. T'as une insuline lente, la basale, qui va couvrir les besoins de fond en continu. Comme un bruit de fond, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis t'as une insuline rapide, le bolus, qu'on fait juste avant les repas pour gérer l'arrivée du sucre qu'on mange. Attends. Parce qu'il y a plein d'insulines différentes, non? Rapide, lente, ultra rapide même, je crois. Comment on s'y retrouve? Oui, tout à fait, hein. Chaque type a sa propre vitesse d'action et sa durée. Les analogues, par exemple, ce sont des insulines humaines qu'on a un peu modifiées en labo pour qu'elles agissent plus vite ou au contraire, plus longtemps. D'accord. Ce qui est crucial, mais vraiment crucial pour nos infirmiers, c'est de connaître ces délais d'action. Par exemple, une insuline rapide, si tu l'injectes, il faut absolument que le patient mange peu de temps après. Ah oui, sinon c'est l'hypo assuré. Exactement, l'hypoglycémie, le risque numéro 1. Et l'administration, toujours en sous-cutané, jamais en intraveineuse, sauf cas très particulier à l'hôpital. Et surtout, varier les sites d'injection, bras, abdomen, cuisses, fesses. Pourquoi varier? Pour éviter les lipodystrophies. C'est des petites bosses ou des creux qui peuvent se former sous la peau à force de piquer toujours au même endroit. Et ça peut perturber l'absorption de l'insuline. Ok, je vois. Et il y a aussi la pompe à insuline, une autre option. Elle délivre l'insuline en continu via un petit cathéter sous la peau. Ça mime encore mieux le pancréas. Très clair pour le type 1. Et pour le type 2 alors? On entend souvent parler des cachets, c'est ça? Les fameux ADO. C'est ça, les antidiabétiques oraux. Là aussi, il y a plusieurs familles, plusieurs stratégies. Souvent, en première intention, on commence par les biguanides. Le plus connu, c'est la metformine. Ah oui, la metformine, on la voit partout. Carrément. Elle est super parce qu'elle aide les cellules à mieux capter le sucre, à être plus sensibles à l'insuline que le corps produit encore. Et gros avantage, elle donne très peu d'hypoglycémie, voire pas du tout, et elle n'entraîne pas de prise de poids, au contraire parfois. Nickel. Et après, s'il faut autre chose? Alors, t'as les sulfamides hypoglycémiants et une autre classe proche, les glinides. Oula, attends. Hypoglycémiant, le nom fait un peu peur, non? Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement, t'as bien fait de relever. Eux, leur boulot, c'est de booster le pancréas pour qu'il fabrique et libère plus d'insuline. Le truc, c'est qu'ils le font même si la glycémie n'est pas très haute. Ah d'accord. Donc, risque d'hypo, plus. Voilà, surtout chez les personnes âgées ou fragiles. Donc là, la règle d'or, c'est toujours prendre le médicament juste avant ou pendant le repas. Il faut manger après la prise, avoir toujours du sucre sur soi. Et point hyper important, si on saute un repas, on ne prend pas le médicament ce coup-là. Logique, mais il faut le savoir. Absolument, c'est de l'éducation thérapeutique de base. Après, t'as d'autres familles, vite fait, les inhibiteurs des alpha-glucosidases qui ralentissent l'absorption des sucres au niveau de l'intestin. Les incrétinomimétiques qui stimulent l'insuline, mais d'une façon plus intelligente, seulement quand le taux de sucre monte après un repas.
donc moins de risque d'hypo, et plus récemment, les inhibiteurs de SGLT2, qui, eux, font carrément pisser le sucre en trop. Incroyable, toutes ces approches différentes. C'est fascinant. Ouais, chaque classe cible un mécanisme différent du diabète. D'accord. Bon, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, pour notre rôle infirmier au quotidien, la surveillance, ça donne quoi? Sur quoi on doit vraiment se concentrer? Alors, la surveillance, c'est la clé de voûte. C'est capital. Bon, évidemment, il y a la glycémie capillaire, la petite piqûre au bout du doigt. Le dextro, oui. Voilà. Plusieurs fois par jour, selon le type de diabète, le traitement, l'équilibre du patient. C'est le suivi au jour le jour. Ensuite, hyper important aussi, la bandelette urinaire. Pour chercher le sucre dans les urines. Oui, la glycosurie, mais c'est pas le plus fiable. Par contre, elle est essentielle pour détecter les corps cétoniques, la cétonurie. Ah oui, les cétones. Ça, c'est pas bon signe, je crois. Or manque cruellement d'insuline et qu'il commence à brûler les graisses n'importe comment. C'est un risque d'acidocétose diabétique, une urgence vitale. Ok, très important à surveiller ça. Et enfin, le troisième pilier de la surveillance, c'est l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. Ça, c'est une prise de sang qu'on fait tous les 3 mois environ. Et ça mesure quoi exactement? Ça donne une moyenne de la glycémie sur les 2 à 3 derniers mois. C'est un super reflet de l'équilibre global du diabète sur le long terme. Un indicateur clé pour le médecin et pour nous, pour voir si le traitement est efficace. Et tout ça, bien sûr, ça soulève la question de comment on accompagne au mieux le patient dans cette gestion, cette surveillance quotidienne. Super clair. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça pour que ce soit bien ancré, comprendre les bases de la glycémie, ça aide vraiment à piger l'action des différents traitements, que ce soit l'insuline pour le type 1 ou les différents antidiabétiques oraux pour le type 2. Chaque option a ses spécificités, ses avantages, mais aussi ses risques. Et le risque principal à toujours avoir en tête, c'est l'hypoglycémie, surtout avec certaines classes. Absolument. Savoir la reconnaître, la prévenir, la traiter. C'est ça. Et donc, la surveillance, que ce soit capillaire, urinaire pour les cétones ou les HbA1c, et puis l'éducation du patient, c'est vraiment au cœur de notre boulot d'infirmier. Qu'est-ce qu'on retient au fond de tout ça? On retient que la prise en charge du diabète, c'est vraiment un art de la précision, c'est totalement individualisé, il n'y a pas une recette unique, ça dépend de tellement de facteurs. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion, on voit que le diabète explose partout. On parle souvent de maladie de la civilisation moderne. Oui, c'est vrai. Au-delà des médicaments actuels, qui sont déjà très efficaces, mais qui peuvent être contraignants, on peut se demander quelles pistes pourraient émerger demain. Est-ce qu'on aura des approches de prévention encore plus efficaces, plus ciblées, ou des traitements peut-être encore mieux adaptés au mode de vie de chacun, plus faciles à gérer au quotidien? Voilà une excellente question pour continuer à creuser le sujet. Merci beaucoup pour cette plongée hyper instructive. Avec plaisir. Et bon courage à tous pour les révisions, notamment avec Notion Infirmier. On se retrouve bientôt. Salut. Salut.